Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Achten qui vient nous présenter le nouvel album de son ensemble Scherzi Musicali. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'écouter notre entretien de novembre 2023, vous êtes entre autres chanteur, luthiste, claviériste, harpiste, chef et fondateur de l'ensemble Scherzi Musicali. Je vous propose de débuter notre entretien par For del Ubido Nido de Piero Strozzi, Dalla Porta d'Oriente de Giulio Caccini et Amarilli Mia Bella de Johann Novak. Nicolas Achten, Wei Lang Wang, Gwendoline Blondel, Isabelle Druet, Andrea Gavignin, Pierre Derhay sont entourés de l'ensemble Scherzi Musicali, placé sous la direction de notre invité, Nicolas Achten. Più su mi vizzosetta una
Fuor del lubido nido de Piero Strozzi, Dalla porta d'Oriente de Giulio Caccini et Amarilli, Mia Bella de Johann Nauach, Nicolas Achten, Wei Liang Wang, Gwendoline Blondel, Isabelle Druet, Andrea Gavagnin, j'espère que je prononce bien, Pierre Derhay étaient entourés de l'ensemble Scherzi Musicali placé sous la direction de notre invité Nicolas Achten. 3 extraits d'un nouvel album intitulé Il Concerto Caccini paraissant chez Ricercar. Alors dites-nous Nicolas, qui était Giulio Caccini ? Giulio Caccini est l'une des figures de proue de la naissance du madrigal soliste accompagné par basse continue. Donc c'est un chanteur luthiste qui a fait sa carrière dans les sphères florentines au service des Médicis et il va jouer un rôle déterminant, notamment en publiant le premier recueil de madrigaux à voix seule et basse continue, dans laquelle une préface donne énormément de clés d'interprétation et dans laquelle il explique également son cheminement sur comment il en est arrivé à écrire la musique qu'il écrit. Et son but principal est de sublimer l'émotion du texte et la rhétorique de la déclamation en musique. Alors qu'est-ce que c'est un madrigal ? Alors, un madrigal. Le madrigal a une histoire à la Renaissance. On est sur une mise en musique d'une poésie qui est normalement à plusieurs voix. Et donc on est généralement sur 4 ou 5 voix. Et la grande métamorphose va être que ce madrigal va maintenant être écrit pour un seul chanteur
qui s'exprime en son nom propre. Bien entendu, si le poème dit par exemple que l'on aime une personne et que l'on souffre de l'amour non répondu, par exemple, que ce texte soit chanté par 5 personnes simultanément pose des questions de vraisemblance. Pose également des questions d'intelligibilité du texte, parce que pour des raisons musicales, on a très souvent des imitations d'une voix à l'autre. Donc ce qui découle de cela, c'est une désynchronisation des paroles, et le texte devient tout à fait incompréhensible. On rajoute à cela, bien sûr, la pratique de l'époque qui est d'orner. Les chanteurs aimaient orner à tout bout de champ. Donc le texte devenait tout à fait secondaire finalement, ou en tout cas très, très, très obscur. Et la génération de la fin de la Renaissance, au départ à Florence, mais les idées vont être reprises par la suite au XVIIe à peu près partout. La volonté qui va primer est de retrouver, comme dans l'Antiquité, un rapport au texte qui fait que la musique est d'abord le mot, ensuite le rythme et finalement le son, et non pas l'inverse. Et c'est donc dans cette tradition-là que Giulio Caccini s'inscrit en établissant. Il n'est bien sûr pas le seul, et tout ça est une transition qui va avoir lieu, parce que les madrigaux composés à plusieurs voix ont d'abord été exécutés par 5 voix, mais très souvent on remplaçait 4 des voix, par exemple, par des instruments pour avoir une voix seule. C'est le cas, par exemple, du For de Lumino Nido, qui ouvre le disque Caccini, qui est la première œuvre connue que Caccini aurait chantée en public. Et Caccini, en fait, explique assez bien que cette pratique peut fonctionner, mais la ligne qui va être chantée, alors que ce soit le ténor, comme dans le For de Lumino Nido, ou la partie généralement de soprano, va pas toujours être la partie la plus expressive, la plus intéressante pour suivre le texte. Et donc, forcément, on est contraint par des règles d'écriture, des règles de contrepoint. Alors ça devient bien sûr très, très complexe, mais on peut retenir qu'un compositeur n'a pas toute la liberté qu'il veut d'écrire une jolie mélodie et un accompagnement. C'est pas comme ça que fonctionne la musique à la Renaissance. Et la volonté justement de la génération de Caccini est d'aller vers une mélodie qui va pouvoir passer d'une des voix de contrepoint à une autre, donc en fait avoir beaucoup plus de liberté. Dès qu'on a un angle, une transition un tout petit peu délicate des voix de contrepoint à l'autre, on va utiliser un petit élément mélodique, une petite ornementation, etc. Et on aboutit à une mélodie un tout petit peu idéalisée qui va traduire l'émotion du texte. Et en dessous de ça, ce que chantaient ou jouaient les autres parties va être synthétisé dans ce qu'on va appeler la basse continue. Et la basse continue va jouer des accords, finalement, comme dit Caccini, en cachant le contrepoint, en dissimulant le contrepoint dans ces parties de basse continue. Et cette basse continue peut être jouée par plusieurs instruments, en fait, à peu près tout instrument qui a des graves. Oui, qui a des graves, tout instrument qui peut jouer plusieurs notes en même temps. Et donc ça peut être clavier, harpe, orgue, luth, etc. Et ce qui va être le plus développé justement pour les graves, c'est un tout nouvel instrument qui apparaît à cette époque-là, qui est le kitharon. Kitharon qui est un synonyme du théorbe. Et c'est un grand luth contrebasse dont l'accord va être le plus aigu possible malgré la grande longueur de l'instrument. Donc ça va donner un instrument qui va être très brillant, très clair, mais en même temps avec une grande caisse de résonance, donc on va avoir beaucoup de profondeur. Et la première génération de ces théorbes n'est pas encore avec un long manche comme on va le connaître au XVIIe et comme on l'a en tête aujourd'hui quand on parle de théorbe, mais c'est encore un instrument qui a une forme de luth, avec peut-être une toute petite extension de peut-être une dizaine de centimètres, mais il y a une vraie transition entre des instruments de la Renaissance et leur version baroque qui va se développer pour pouvoir bien accompagner les voix avec du grave, du son. Alors Caccini était à la tête de son
propre ensemble qui comprenait notamment, si j'ai bien compris, ses 2 filles et son fils. Était-ce courant à cette époque que les compositeurs aient leur propre ensemble? C'est une pratique. Il y a des ensembles en fait qui ont émergé reliés à des cours, et le Concerto Caccini en fait fait un tout petit peu écho d'une certaine manière à la cour concurrente, le Concerto delle Donne ou Concerto delle Dame, le concert, on appelle aussi le concert secret des dames de Ferrare. Parce que le duc de Ferrare, en fait, avait pour son propre plaisir et le plaisir de quelques invités sélects, avait à demeure un trio de 3 voix de femmes qui s'accompagnaient, qui était d'une virtuosité à toute épreuve. La musique était secrète, donc les partitions ne pouvaient pas circuler. Il y avait une espèce de grand mythe par rapport à ça, mais tous les témoignages qu'on a est que ce Concerto delle Donne était simplement magique. Et le répertoire a été publié en 1600 par Luzzasco Luzzaschi, qui était un compositeur lié à ce concerto. Et bien entendu, on connaît des relations entre Florence et Ferrare. Caccini lui-même a été envoyé comme espion culturel, j'ai envie de dire, à la cour de Ferrare, et donc a été clairement inspiré par cela. Maintenant, pour la dimension familiale, Caccini était pédagogue. Caccini avait parmi ses élèves des gens assez importants au XVIIe, notamment des chanteurs et chanteuses envoyés par Monteverdi lui-même pour travailler auprès de lui. Il était une vraie référence. Et donc, il a formé ses enfants, probablement sa seconde femme aussi. Et donc, ce Concerto Caccini a vu le jour, notamment, en tout cas c'est là que ça a été le plus documenté, pour un voyage à la cour de France en 1604-1605. On connaît les liens entre la famille royale, vu que... les Médicis. Voilà, Marie de Médicis la reine de France est une Médicis par nature. Et donc, quand le Concerto Caccini arrive à Florence, il y a une réelle fascination pour leur musique, qui est très différente de ce qu'on connaît en France. Mais visiblement, la plus grande fascination est pour la jeune Francesca Caccini, que le roi de France a essayé de garder à son service, a essayé de la entre guillemets, racheter à Ferdinand de Médicis, et cela n'a pas fonctionné. Donc, sans succès. Sans succès, Francesca est retournée à Florence, a continué sa carrière. Florence à Mantoue, voilà, elle était d'ailleurs une compositrice et chanteuse assez prisée. Alors, dans le passionnant livret qui accompagne ce double album, vous nous révélez que le célèbre Ave Maria de n'est pas de Caccini. Bon, c'est pas une révélation, hein. D'accord. Ça c'est... mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ça fait partie de ces canulars, j'ai envie de dire, de musique classique. Je pense notamment à l'Adagio d'Albinoni, qui n'est pas d'Albinoni, mais qui au moins est basé sur un vestige d'une sonate. Donc il y a des éléments qui pourraient quand même établir un lien. Ici, c'est assez amusant, parce que si on tape le nom de Caccini sur Google, le premier résultat qu'on trouve, c'est une kyrielle d'enregistrement de cet Ave Maria. Il n'y a absolument rien de baroque dans l'écriture, c'est presque de la pop, c'est une grande marche par quinte, c'est très très séduisant. Et c'est une œuvre publiée pour la première fois sur un enregistrement d'un guitariste, Vladimir Vavilov, que l'on sait avoir écrit des pastiches, des fausses œuvres anciennes. Mais là, il l'a publié comme étant, donc en 1970, comme étant un Ave Maria anonyme. Et ce n'est que par la suite que l'œuvre a été reprise, réenregistrée, et c'est devenu un vrai tube
sous le nom de Ave Maria de Caccini. Mais même Vavilov, en fait, n'a jamais fait le lien avec Caccini, et Caccini n'est absolument pas du tout responsable de cela. Mais je trouvais ça intéressant de compléter ces portraits de famille par, je pense, la première version sur instrument ancien de cet Ave Maria. Ça a été un coup de tête total en plein milieu de la session d'enregistrement. Je me dis, mais il faudrait quand même aussi enregistrer ça. Et on a fait de la place dans le planning. J'ai bidouillé un arrangement assez rapide avec chœur. Qui est très beau. Merci beaucoup. Et en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, un petit plaisir coupable même. Mais voilà, je trouve que ça fait partie de ce que le nom de Caccini évoque aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant de le mettre en perspective avec la famille Caccini, le vrai répertoire de Giulio et ses deux filles. Alors, je vous propose de poursuivre avec ce fameux Ave Maria de Vladimir Vavilov, alors, précédé d'extraits d'Il Rapimento de Cefalo de Caccini.
trascorrendo per gli eterei campi, il sol qua giù, ombre notturne aggiorna, tale amor sulle stelle almo soggiorna e cosparge fra noi fulgidi lampi per ingoiar altui del suo e voi le ciglia per dolor stringete e vi chiamate ingiusto ed inumano, come tutto il gioiere sia mio, vostro il martire. E voi non v'accorgete che se questa è la mano che tien stretto il cor mio, giusto il dolore, perché stringendo lei, stringo il mio cuore, stringo il mio cuore. E voi non v'accorgete che se questa è la mano che tien stretto il cor mio, giusto il dolore, perché stringendo lei, stringo il mio cuore, stringo il mio cuore.
Il Rapimento de Cefalo de Giulio Caccini, suivi de l'Ave Maria de Vladimir Vavilov, Wei Lang Wang, Nicolas Achten, Pierre Derhay, Emanuele Petracco. L'ensemble Cherzi Musicali était placé sous la direction de notre invité, Nicolas Achten. Alors Nicolas, le premier CD de cet album est d'esthétique Renaissance. Le deuxième annonce le jeune baroque. Comment définiriez-vous cette évolution esthétique ? Il y a une transition avec des petites ruptures. On assiste à la fin de la Renaissance, donc à partir des années 70-75, à l'émergence de ces madrigaux à voix seule et basse continue. Et les instruments en usage à l'époque ne sont pas toujours les plus adaptés pour soutenir les voix, notamment dans l'extension dans les graves. Et on assiste à une évolution donc des instruments, une métamorphose des instruments existants dans leur accord, dans leur morphologie. Alors j'évoquais le kitharon un peu plus tôt, qui est un grand luth basse dont l'accord va stimuler plus d'aigus et plus de brillance, de résonance aiguë, mais en gardant ce registre très grave. Et on a aussi une évolution au niveau de la harpe, qui est au départ une harpe double, qui va, on ne sait pas exactement quand, évoluer vers une harpe triple, donc avec 3 rangées de cordes, et une caisse qui va être beaucoup plus ample, des cordes plus longues pour avoir un meilleur rendement acoustique. Donc ce sont les principales évolutions. On a aussi des instruments qui vont rester, qui vont très très peu changer. Les claviers, par exemple, sont au début du XVIIe tout à fait les mêmes qu'à la Renaissance, parce qu'ils remplissent déjà ce qu'on attend d'un instrument de basse continue. Est-ce qu'il y a des instruments qui vont disparaître ? Alors, il y a des instruments qui vont disparaître. Par exemple, le liron est un instrument un tout petit peu idéal pour la musique vocale de la fin de la Renaissance, du début du XVIIe, mais assez limité dans ses possibilités. C'est un instrument c'est une forme de viole de gambe avec un chevalet plat qui permet de jouer des accords. Et donc, on est obligé, de par la forme du chevalet, de jouer 3 ou 4 cordes en même temps. Et ça fonctionne très très bien pour la musique de cette époque-là. Dès que la musique va commencer à beaucoup trop moduler et impliquer des besoins différents, l'instrument va être très inadapté. Donc ça, c'est un instrument qui va disparaître à peu près comme il est venu, mais qui est tellement magnifique. Alors dans cet album, il y a des photos avec un nombre impressionnant d'instruments. Donc vous avez cité le kitharon, il y a l'archiluth, du théorbe, de la triple harpe, de l'épinette, de la lyre. Donc il y a plus de 30 instruments différents. Combien en jouez-vous vous-même ? Je vais pas trop compter. Sur le disque, je pense que je dois en jouer une dizaine. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser autant d'instruments ? On ne les maîtrise pas. On se jette à l'eau. Non, il y a beaucoup d'instruments qui sont très, très interconnectés. Il y a des instruments qui sont par famille. Donc là, sur le disque, on a 4 grandes familles. On a la famille des luths, mais qui se décline dans toutes les tailles. On n'a pas mis de luth soprano, mais je l'ai aussi dans mes armoires. On aurait pu. Mais donc du soprano à la basse. On a la même chose avec les viols. Alors les viols, ça, je ne joue pas du tout. On a les instruments polyphoniques, clavier et harpe. Alors là, je les joue tous sur le disque, oui, en effet. Et alors la famille des guitares, avec des guitares de la Renaissance et des guitares baroques, donc avec une 4 ou 5 doubles cordes, mais aussi la guitare italienne, ça c'est quelque chose d'assez rare parce qu'on connaît mal et les recherches sont récentes. La guitare italienne est en fait en forme de luth et elle a une couleur assez particulière. Il y a aussi dans ces instruments un tout petit peu hors collection, hors marge, il y a le colachon qui est à peu près la guitare basse 3 cordes, 1m30 de longueur vibrante, donc c'est go-go gadget au bras pour arriver à toucher les cordes où il faut, et qui donne une vraie assise dans les basses, un instrument très, très fort lié à la musique populaire.
Et il y a toute la famille des théorbes et archiluths, donc les instruments à double manche qui ont apparu au XVIIe siècle. Donc on n'entend pas ces instruments-là dans le premier disque, on va entendre les luttes, beaucoup de luttes basses, kitharon, et dans le deuxième disque, on passe à l'effectif entre guillemets moderne, c'est-à-dire moderne pour le début du XVIIe siècle. Alors si j'ai bien compris, certains instruments ont été reconstruits pour cet enregistrement. Oui. Comment vous y êtes-vous pris pour... Alors ça c'est toujours assez stimulant parce qu'on a des projets, on a des choses en tête et on essaye de se projeter, mais dans un temps, un délai, oui, entre moyen et long. Et donc là, quand on s'est lancé dans le projet du Caccini, alors c'est un répertoire qu'on pratique depuis longtemps et c'était un rêve de très 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 longue date qui a été avorté au départ par le premier confinement en 2020. Donc ça a été un report d'un projet antérieur, mais ça a justement laissé plus de temps pour poursuivre la recherche et notamment il y a deux instruments qu'on a fait construire spécifiquement pour l'enregistrement et qui sont arrivés une semaine avant l'enregistrement. C'était tout petit peu de la folie. C'était le cas de la guitare italienne et d'un des kitharons, donc des luttes contrebasses qu'on enregistre sur le disque. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se retrouvait finalement dans cette attitude de laboratoire, cette attitude d'exploration, d'expérimentation, comme l'a connue la génération de Caccini à la fin du XVIe siècle. Donc de ne pas être encore sur des modèles d'instruments et d'utilisation de ces instruments qui sont rodés, connus et confortables, mais de rester avec cette fragilité de l'aventure. L'expérimentation. Absolument. Et alors, comment ça se passe? Vous demandez à un ébéniste vous lui montrez des images et il choisit les essences de bois ou comment est-ce qu'on se renseigne? Il y a deux approches différentes. L'approche la plus empirique, c'est quand on n'a plus d'instruments de l'époque. C'est de partir d'iconographie, idéalement de peinture, parfois de gravure, de sculpture, avec toutes les imprécisions et les licences artistiques qui peuvent un tout petit peu interférer avec le modèle qui a dû être. Mais parfois on n'a pas le choix, donc c'est ça. Mais ici, dans le cas de ces deux instruments, ce sont des copies d'instruments existants dont on a les plans, on a tous les détails, toutes les mesures, tous les bois utilisés. Et j'aime bien, dans la mesure du possible, être le plus fidèle à ce que l'instrument était à l'époque. Et donc, la plupart des instruments qu'on joue lors de nos concerts et qu'on a enregistrés sur ce disque sont des copies très fidèles d'instruments existants, avec de temps en temps des questions qui restent ouvertes. Le cas de la guitare, par exemple, voilà, on a identifié l'instrument qu'on voulait copier, mais il y avait une grande question par rapport à comment l'accorder. Parce que c'est pas tout d'avoir l'instrument, il faut savoir quelle corde mettre dessus, quelles notes sont jouées. Et là, on a des traités qui peuvent nous éclairer, donner des informations contradictoires ou des informations pas toujours très très claires. Et ça fait partie justement d'un des aspects qui me stimule beaucoup dans le métier que je fais, c'est essayer de comprendre et de mettre en pratique les résultats de ce que je comprends. Mais les éléments que je comprends sont pas forcément ceux que je comprendrai dans quelques années. Ça reste des hypothèses artistiques. Donc il est possible que vous recommandiez le même instrument en fonction des conclusions que vous aurez tirées sur... oui. Complètement. Alors je vous propose de retourner à la musique avec Due Luci Ridenti, suivi de Cantan Giogelli. Excusez-moi ma prononciation. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent, composé par Settimia Caccini, la fille de Giulio, ainsi que Amor Catendi de Giulio Caccini. Gwendoline Blondel, Isabelle Druet, ainsi que notre invité Nicolas Achten en sont les interprètes. Ils sont entourés de l'ensemble Scherzi Musicali.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Due Luci Ridenti, suivi de Canta Giogelli, composé par Settimia Caccini, et d'Amor Catendi de Giulio Caccini.
Nicolas Acten, Gwendoline Blondel, Isabelle Druet en étaient les interprètes. Ils étaient entourés de l'ensemble Scherzi Musicali. Il s'agissait d'extraits d'un nouvel album intitulé Il Concerto Caccini paraissant chez Ricercar. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric, un grand plaisir. Merci à Clément Villadsen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.